Lorsque j'échouais dans un business, j'avais un sentiment de soulagement. Elle travaille dur parce que quand moi je viens en France et que je regarde ses mains, je pleure. Et le week-end, je rentre à la maison. Donc je dors à l'école. Elle me dit, l'ancien directeur était un Béninois, ne lui fais pas honte. Waouh! Justement, toi, tu penses quoi de l'Afrique? On passe de 3 000 € à 30 000 € en 3 mois et on perd les 30 000 € en une journée. 2019, je fais 1 million d'euros de chiffre d'affaires. Pourquoi? Parce que les gens ils disent, Tammy, il ne souffre pas de notre gueule. Exactement. Moi, j'ai dit à mon expert comptable, on déclare tout. Mais là, moi, c'était par rapport à ma fille. Il me dit, je vais te tuer. Si tu n'es pas le premier de ta catégorie, tu crées ta propre catégorie dans laquelle tu seras le premier. Qu'est-ce qui fait que tu rejoins mon programme et tu viens à Dubaï participer à ce fameux séminaire? Parce que je pense que ce fameux séminaire, il a été décisif pour la suite. Exactement. On est d'accord. Exactement. En fait, les amis, j'espère que vous avez la pêche, que vous êtes en forme. Aujourd'hui, j'ai le grand honneur, le grand plaisir d'accueillir Alain Semevo. Comment vas-tu? Ça va très bien. La pêche? Toujours. Magnifique. Toujours. Alors, Alain, il a écrit ce bouquin que vous devez acheter. Les amis, il faut l'acheter. Ton histoire, elle est incroyable. On va commencer par... Déjà, tu es né au Bénin, c'est ça? Exactement, oui. Tu as grandi au Bénin, tu as obtenu ton BTS au Bénin. Mon BTS au Bénin, oui. Vas-y, raconte-nous tout. En fait, je suis né au Bénin, j'ai eu mon bac, mon BTS au Bénin, j'arrive en France en 2012. Ok. Et il fait froid. Waouh. Il fait très froid. Et pour moi, je ne m'attendais pas à ça parce que lorsqu'on est en Afrique, qu'on a une vision de la France via Canal+, etc., c'est un peu, comment je vais dire, surréel. On se dit que la neige, c'est cool. Moi, j'ai détesté directement. Tu vois, j'ai détesté. Bon, petite confidence, moi aussi. J'ai détesté la neige. Et du coup, je commence l'école d'ingé, c'est là j'ai mon premier ordinateur. Et il faut que je rattrape le retard parce que les autres, ils ont une avance. Ils ont une avance sur moi. Et c'est comme ça que je viens en école d'ingé. Je ne peux pas payer la scolarité parce que c'est 10 000 €. Il faut dire 10 000 € par an. Par an. Pour tes écoles d'ingénieur. Exactement. Ton école d'ingénieur, ok. Parce qu'il faut dire qu'à l'époque... Et tes parents, ils sont toujours au Bénin, là? Oui. Mon père est au Bénin, mais ma mère est en France. D'accord. Voilà, ma mère est en France. Et ta mère, elle est venue avec toi ou elle était déjà en France? Elle était déjà en France. Super. Parce que, en fait, ce qu'elle a fait à l'époque, quand on était en Afrique, la situation n'était pas si intéressante que ça. D'accord. Donc, ma mère, elle a tout vendu. Elle s'est dit que, je vais tenter l'aventure de la France. Mais vraiment, elle m'a mis à l'internat, mon frère, etc. Donc, elle vend tout, la maison, la voiture. Et elle vient, elle se dit, je vais travailler ici et je vous ramènerai après. Donc, pendant tout ce temps, de l'âge de 13 ans jusqu'à l'âge de 20 ans, je ne vois pas ma mère en fait. Donc, elle travaille et tout, elle met de l'argent. Et les vacances, elle ne vient pas? Elle vient, la première fois, elle est venue 6 ans après. 6 ans après. Wow. Tu vois, Alain, là, on parle, bien sûr, on va parler de son bouquin, on va parler de son parcours. Là, on parle de l'immigration et de la difficulté. Ça, beaucoup de gens aujourd'hui tapent sur les immigrés. Et bien sûr, politiquement, c'est facile. Et puis, finalement, on tape sur les plus faibles. Et clairement, il y a des problèmes d'immigration en France. Je pense qu'il y a des choses qui sont inacceptables également. Mais c'est important que tu soulignes la difficulté d'être immigré également. Un immigré, c'est quelqu'un qui quitte sa famille. Parce qu'une maman qui quitte ses enfants pour votre avenir et qui dit pendant 6 ans, elle ne vous voit pas. C'est énorme. Ah, c'est énorme. Merci déjà de partager ça. Et c'est important de le dire parce que beaucoup de gens, encore une fois, ils voient les immigrés comme des immigrés. C'est également des êtres humains qui ont une famille, qui ont un vécu, qui ont une histoire. Et quand ils quittent leur pays, c'est pas comme ça. Ils le font d'abord pour les autres. Pour les autres, voilà. Un avenir meilleur pour leurs enfants. Et sincèrement, c'est pas pour les APL. Parce que beaucoup de gens pensent qu'on immige parce qu'on gagne 270 € par mois pour les APL. C'est pas possible. C'est une séparation difficile. Moi, j'ai 13 ans. Mon petit frère a 5 ans pendant ce temps-là. Et il faut qu'on vive sans notre maman. C'est terrible. C'est terrible. C'est terrible. Et elle travaille dur. Parce que quand moi, je viens en France et que je regarde ses mains, je pleure. Parce qu'elle doit faire tous les petits boulots, elle doit faire tous les trucs, etc. pour que nous, on vienne à l'université. Et en plus, à l'époque où moi, je viens en école d'ingé, moi, j'avais en tête que l'école était gratuite en France. Parce qu'on me dit l'école est gratuite en France, pas les écoles privées. Donc, du coup, moi, je débarque à l'école et tout. Et c'est à l'école qu'on m'apprend que il faut payer 10 000 €. 10 000 €. Et toi, les 10 000 €, tu les as pas? Je les ai pas. Et ta maman? Elle ne les a pas. Et en plus, à l'époque, aucune banque va prêter à quelqu'un qui gagne 1 500 € par mois. Comment ça se passe? Je vais voir la directrice de l'établissement, une dame formidable. Et je lui explique... Il y a des gens extraordinaires en France. Ah oui. Il y a du racisme aujourd'hui, il y a des problèmes, mais il y a également des gens extraordinaires. Extraordinaires. Et là, voilà, tu fais... Et moi, encore une fois, ton histoire, je la découvre.
Donc les amis, moi je réagis. Exactement. Mais c'est magnifique d'avoir ton vécu, ton parcours. Vas-y, continue. Et du coup, je vais voir la directrice, comme je disais, une dame magnifique, qui avait un peu cet instinct maternel avec nous en tant qu'étudiant. Et je lui dis, madame, je ne peux pas payer. Et elle me dit, écoute, il n'y a pas de problème. Là, on est en septembre, tu vas payer les 10 000 € août de l'année prochaine, donc avant la deuxième rentrée. Donc, tu as 9 mois pour trouver l'argent. Et du coup, moi, je dis, OK. Et en plus, elle m'a dit un truc qui était très intéressant. Et elle me dit, l'ancien directeur était un Béninois, ne lui fais pas honte. Waouh! Incroyable. Elle me dit, donc du coup, je comprends tout de suite qu'il faut que je tape dur. Et en plus... Et que tu fasses honneur à cet ancien directeur. À cet ancien directeur qui était un monsieur béninois, qui était directeur de l'établissement. Magnifique. Je commence à travailler, j'étais assez bon en mathématiques, je donne des cours de mathématiques. J'étais à 2h30 de Paris, donc je quittais chez moi à 5h du matin pour être à l'école à 7h30. Et du coup, qu'est-ce que je fais? Je prends mes valises, je viens rester à l'école du lundi au vendredi et le week-end, je rentre à la maison. Donc je dors à l'école. À un moment donné, on m'a dit qu'il fallait gérer la bibliothèque de l'école. Donc, on pourrait gagner de l'argent pour gérer la bibliothèque de l'école, donc 300 € par mois. Tu le fais? Je le fais directement. Bien sûr. Je passe par mon professeur de mathématiques, qui est un monsieur formidable, qui m'a écrit des recommandations pour avoir la bourse de la mairie. La mairie, là, elle me donnait 500 € pour acheter un ordinateur. Donc, il y a pas mal de petites aides comme ça. Bien sûr. Je distribue des flyers dans le métro. Donc, je fais tout ça pour réunir les 10 000 € et payer les scolarités. Magnifique. La première année, la deuxième année. J'avais quand même, c'était une frustration au début parce que on est en informatique. Et en informatique, il faut être passionné. Il faut vraiment se donner à 1000%. J'étais pas à 1000%. Parce qu'il fallait que je travaille, je donne des cours de maths. Et du coup, ce qui me sauvait, c'était les maths physiques parce que j'avais un bon niveau de base. Et j'étais extrêmement frustré par tout ça. Et c'est comme ça que, vers 2013, je découvre le business en ligne. Le monde du business en ligne, je tombe sur Olivier Roland, Cédric Anissette, etc. Je tombe sur tout. Incroyable. Tout ce 2015. 2013. 2013. C'est très tôt. Très tôt, oui. Je tombe sur le monde du business en ligne en 2013. Je regarde tout ça, je me dis, j'ai envie de faire ça. Parce que pour moi, je découvre un autre monde, en fait. Bien sûr. Parce que pour moi, dans ma tête, c'est que tu deviens ingénieur, tu travailles dur, et quand tu es à la retraite, tu deviens consultant. Et c'est comme ça que tu crées une entreprise. Exact. Parce que c'est à la fin de ta carrière que tu crées une entreprise. C'est l'image que moi j'avais en fait à l'époque. Et quand je découvre tous ces gars en Thaïlande, qui ont une vie, qui voyagent, etc., tu découvres Tammy Cavage. Je découvre Tammy aussi. À l'époque, je dis non. C'est pas possible. C'est pas possible. Il y a un autre univers. Il y a une autre matrice. C'est clair. Et surtout, j'avais cette frustration, le fait, parce que moi, je le dis souvent, j'étais un premier de classe, même quand j'étais en Afrique. Bravo. J'ai toujours travaillé dur à l'école parce que ma mère nous disait souvent, je ne suis pas beaucoup allé à l'école. Vous devez aller à l'école. Exact. Mon père me disait la même chose. Et mon père me disait, voilà, je bosse comme un acharné. Bon, j'ai pas été bon au lycée, je l'avoue. Mais clairement après, voilà, je me suis rattrapé. Exactement. Je me suis pas mal rattrapé. Donc du coup, moi, j'étais très bon à l'école et j'étais extrêmement frustré d'être le dernier, dans les derniers de classe, mais avec 15 de moyenne. Parce que les gars étaient redoutables en école d'ingé. L'école d'ingé dans laquelle j'étais, les gars étaient bons. Ils étaient bons. Vraiment, ils étaient bons. Et moi, ça me frustrait. Bien sûr. Et c'est comme ça que je tombe sur une vidéo, je pense que ça doit être Anthony Niveau. Je sais pas si c'est sa formation, quelque chose, où il dit, si tu n'es pas le premier de ta catégorie, tu crées ta propre catégorie dans laquelle tu seras le premier. Et moi, je me dis, OK, si je peux pas être le premier ici en école d'ingé, je vais me lancer dans quelque chose où je vais être le meilleur, où je vais être le premier. Et c'est comme ça qu'à partir de 2014, je me lance dans tout ce qui est business en ligne. Je découvre le marketing de réseau, je me lance dedans, marketing d'affiliation, enfin, eux tous, je teste tous. Jusqu'en 2017-2018, je fais une formation trading aussi, où je t'avais dit à l'époque en 2018, on passe de 3 000 € à 30 000 € en 3 mois et on perd les 30 000 € en une journée. Et c'est là que je viens à la conférence en 2018 à Dubaï. Donc tu viens me voir à Dubaï. Exactement. Et alors, tu avais commencé un peu le business avant? Exactement. J'avais commencé à partir de 2014. 2014, business. Donc, j'étais en école d'ingé. Tu testes. Voilà, très bien. En parallèle avec mes études. Je vais en cours après toute ma journée. C'est marketing de réseau, marketing d'affiliation. Je teste pas mal de choses qui ne marchent pas pour moi. J'ai abandonné aussi parce que bon, tu mets beaucoup d'efforts, tu n'as pas de résultats, donc tu abandonnes, tu laisses tomber, etc. Et c'est comme ça que je fais ce chemin. Mais est-ce que tu obtiens ton diplôme d'ingénieur? Oui, j'obtiens mon diplôme d'ingénieur. Je deviens même salarié, je commence à travailler. Aussi, je commence à travailler. Ça, c'est en quelle année? Ça, on était dit en 2017. 2017, ok. Je finis en 2017, je commence à travailler comme ingénieur. Excellent. Mais tu es quand même content. Là, tu as ton diplôme d'ingénieur, ta mère, elle est fière. Elle est fière, oui, elle est fière. Qu'est-ce qui fait que tu rejoins mon programme et ensuite tu viens à Dubaï participer à ce fameux séminaire? Parce que je pense que ce fameux séminaire, il a été décisif pour la suite. Exactement. On est d'accord. Exactement. En fait,
Lorsque je découvre le monde de l'entreprise à partir de 2015, je n'ai pas aimé. Moi, j'étais ingénieur à la Poste. Et la Poste, c'est très politique. Tu vois, c'était très politique. Pas que la Poste, toutes les entreprises. Toutes les entreprises, c'était très politique, c'était des jeux de coulisses. C'est ça. Et moi, je me retrouvais dans tout ça. Et les copains des copains. Et même si t'es bon, en fait. Exactement. Moi, je me souviens, j'ai bossé dans plusieurs entreprises et à chaque fois, j'étais le plus bosseur, le plus sérieux, le plus motivé. Mais t'avais toujours le copain du copain, les petites magouilles. C'est là où je me suis dit, en fait, t'es jamais mieux servi que par toi-même. C'est ça. C'est-à-dire que moi, je sais que je suis bon. Dans une boîte, on s'en fiche. On s'en fiche. Mais si tu le fais pour ton compte, là, ça compte. Exactement. Pourquoi? Parce que les gens, finalement, la TKL t'a suivi, t'as vu le sérieux, t'as vu les retours. Mais pourquoi? Parce que les gens, ils disent, Tammy, il se fout pas de notre gueule. Il bosse. Et là, ça n'a rien à voir. C'est-à-dire que entre tu le fais pour quelqu'un et tu le fais pour toi-même, ça n'a rien à voir. Si tu es bon. Parce qu'encore une fois, c'est ça le monde du business, c'est pas pour les moyens. Ah non. Tes moyens, tu vas te faire trucider. Exactement. T'es très bon, c'est là où tu vas exploser. C'est ça. Continue. Et donc, du coup, je découvre le monde de l'entreprise, j'ai pas beaucoup aimé. Je ne peux pas passer 40 ans dans ça. Non, c'est ça. Et du coup, à l'époque, je me mets encore à fond dans les business, je teste, je commence le trading, etc. Je regarde tes vidéos, tout ça, on prend la formation avec un ami, on fait des résultats. Et là, on est dit en 2017. Donc, vous faites 30, c'est ça, rapidement. De 3 000 euros, en 3 mois, on fait 10 000 euros, on fait du x10. Et en un jour, on a tout perdu. Qu'est-ce qui s'est passé? Il faut dire qu'à l'époque, vraiment, on a cru qu'on était bon. Parce que quand tu fais du x10 comme ça, tu te penses vraiment que tu es un génie. Vraiment, je me suis dit, en plus, moi je suis bon en maths, mon pote est très bon en maths. Donc, on se prenait pour des scientifiques en fait. Donc, à un moment donné, on dit, non, on est très bon, on analyse bien les courbes, etc. Et tout. On prend une position, on fait un levier de 5 sur la position. Et on se dit, ça va passer. Et du coup, le marché crash, on voit que ça crash, mais on ne sort pas. On se dit, non, ça va reprendre. Paradis. Et là, tu passes de 30, tu viens à 25, à 20, et tu rentres en mode espoir. C'est clair. On rentre en mode espoir, on reste là, et on passe en négatif maintenant, et la plateforme nous éjecte. Bien sûr. Et c'était sur quel marché? C'était sur le tour de CAC 40. Et du coup, c'est là où on reprend toute la partie psychologie de ce que tu disais. Bien sûr. Et c'est là où je viens à la conférence, parce que la conférence était vraiment orientée sur la psychologie. Elle était hyper focalisé sur le mindset. C'est le mindset de la conférence de 2018. Alors, et là, je lis ton livre aussi, La psychologie des grands traders. Tu sais qu'il y avait un autre étudiant qui est venu également, et lui, il avait un petit compte de trading, et il m'a dit, Tammy, j'ai 2000 euros. Je sais pas si tu te souviens. Il m'a dit, j'ai 2000 euros, est-ce que je fais du trading ou est-ce que je me focalise sur mon business? Son business, il faisait 70 000 euros de chiffre d'affaires. Je lui ai dit, focalise-toi sur ton business. Et un an après, il m'a vu à Paris. Il m'a dit, Tammy, je me suis concentré sur mon business, j'ai fait 140 000 euros. Et le truc, encore une fois, c'est ça, c'est que beaucoup de gens, ils voient le trading comme je vais devenir riche rapidement, alors qu'en fait, c'est 3 ans, 5 ans. Tu peux devenir multimillionnaire. Tu peux faire des choses incroyables avec le trading, mais c'est du haut niveau. C'est du haut niveau. C'est du sport de haut niveau. Et beaucoup de gens, ils voient ça comme, c'est... Comme du casino. Non. Non, c'est pas du casino. Non. Et justement, surtout les débutants, ils n'ont pas cette humilité. Exactement. Donc, on parlait de psychologie. Tu as dit, OK. Pourquoi tu viens à Dubaï? En fait, quand on perd l'argent, il faut dire qu'on suit tes vidéos sur YouTube. Et tout le temps, tu mets l'accent sur la psychologie. Et là, on analyse ce qui s'est passé. On s'est dit, en fait, on aurait dû quitter le marché beaucoup plus tôt. On n'aurait pas dû abuser des leviers parce que c'est des choses que toi tu interdis, même les gars n'abusez pas des leviers, etc. Ne faites pas ça. Et du coup, on voit qu'on n'a pas du tout respecté ce que tu as dit. Et c'est là, je lis le bouquin, La psychologie des grands traders. Tu donnes tellement d'exemples de gens qui ont tout foiré. Il est énorme ce livre. Il faut le lire tout le temps. Et c'est là, je me dis, OK, tu as mis fait une conférence, on va y aller. Et du coup, à l'époque, j'avais même plus d'argent parce qu'on a tout grillé. Du coup, avec des potes, on économise. T'es fauché. T'es fauché. Et tu viens. Mais pourquoi justement? T'aurais pu te dire, punaise, en plus tu viens à Dubaï. Exactement. Tu payes le billet d'avion. L'hôtel. Tu payes l'hôtel. Etc. Et en plus, à l'époque, c'est des amis qui me prêtent de l'argent. T'es pas super. Voilà. Qu'est-ce qui t'a pris? Non, je pense que c'est ton mindset, c'est ton énergie. Parce qu'on suivait tes vidéos et tout. C'est tout ça qui fait que je me dis, il faut que je vienne voir Tammy. Pour la conférence en live. Le toucher, tout ça. Et après, peut-être que ça peut nous aider à mieux structurer. Et alors, est-ce que ça t'a aidé? Et en fait, quand je viens à la conférence, je faisais déjà un peu de l'e-commerce.
Ouais. J'étais dans le trading, mais je testais pas mal de choses. Tu n'avais pas ta voie, tu n'avais pas trouvé ta voie. Exactement, je faisais pas mal de choses en parallèle. Et quand je viens à la conférence, ce que j'ai beaucoup apprécié, c'est que cette conférence n'était pas trading. Non. C'était mindset, c'était LFA. Voilà. C'était TKL LFA, le compte de la liberté financière. J'ai même sur mon truc, j'ai un compte de la liberté financière. Magnifique. Je mets de l'argent tous les mois, etc. Ouais. À cette conférence, je comprends que le trading, c'est un sport de haut niveau. Voilà. C'est pas de la rigolade. Ouais. C'est pas ce que nous on fait. On a été chanceux en fait. On a fait du x10. C'était de la pure chance, impossible à reproduire. Bien sûr. C'est du très très haut niveau. Et soit on se met dedans à fond. Soit c'est pas la peine. Soit c'est pas la peine. Durant toute la conférence, je pense que c'est 2-3 jours. J'hésite. Je rentre à la maison, à l'hôtel, j'hésite et tout. Je dis peut-être que je vais me concentrer sur l'e-com. Ouais. Tu vois. C'est là où je me dis je vais me mettre à 1000% sur l'e-commerce. Et lorsqu'on vient le dernier jour, tu te demandes à ce qu'on passe. Ouais. Faites une déclaration. Une déclaration. Et juste pour le contexte, la déclaration, c'est finalement affirmer publiquement ce qu'on a envie de faire, les objectifs. Et pourquoi on le fait publiquement? Parce que souvent, on peut penser quelque chose et on va jamais passer à l'action. Le fait de le faire publiquement, ça nous engage personnellement. Par exemple, moi, j'ai dit, je vais créer la meilleure formation sur la finance. OK. Je sais pas si je l'ai fait, mais pendant les 3 dernières années, j'ai bossé comme un acharné. J'ai créé une formation qui a quasiment 250 heures de cours sur l'approche value, les options, les dividendes. Donc, ça m'a demandé un énorme travail, mais j'ai déclaré, j'ai dit, voilà ce que je vais faire. Et après, en fait, j'ai bossé comme un acharné pour réaliser cet objectif. Donc, les amis, vraiment, le gros tip, quand vous avez peur de passer à l'action, faites une déclaration publique. Exactement. Dites-le publiquement, voilà. Et justement, toi, publiquement, qu'est-ce que tu as dit à l'époque? Donc, publiquement, j'avais dit à l'époque, je déclare que je vais me focaliser sur l'e-commerce. Et que j'allais, là, c'était en novembre 2018. La conférence était du 18 au 25, un truc comme ça. C'est ça. 18 novembre 2018, je dis, OK, 2019, je fais 1 million d'euros de chiffre d'affaires en e-commerce et que je vais passer tout mon temps maintenant sur l'e-commerce. 2019, pour moi, c'est $1000 de vente tous les jours. Et sur toute l'année, décembre 2019, année de 1 million de chiffre d'affaires avec ma boutique. Incroyable. C'était la déclaration que j'avais faite à l'époque. Et alors, est-ce que tu as réalisé ton 1 million? Ça a pris du temps. Ça a pris beaucoup de temps. C'était beaucoup plus en 2020, pas en 2000. Donc en 2020. C'était en 2020, pas en 2019. C'est incroyable. Et 1 million, tu sais que c'est pas rien. Ah non, c'est pas rien. Alors bien sûr, tu vas toujours avoir des gens qui vont dire oui, mais le e-commerce, la marge et tout. Oui, on est sur une marge totalement transparent. Moi, j'étais en France à l'époque, j'ai fait 10%. OK, 10%. Parce que je dois tout déclarer. J'étais obsédé par la déclaration parce que j'avais peur. Je me suis dit, je déclare tout, je paye la TVA parce que souvent, quand on fait de l'e-commerce, du dropshipping, les gens, ils font les trucs un peu à moitié, ils déclarent jamais rien. Ils vont le payer au prix. Etc. Et du coup, moi, j'avais cette peur de me dire, si on te prend, tu vas payer plus cher que les autres. Attention, on va plus te taper dessus. Donc, moi, j'ai dit à mon expert comptable, on déclare tout. Je suis d'accord. Et Alain, vraiment, je rebondis sur ça. C'est vrai que beaucoup de gens, ils font des calculs à court terme. Soyez hyper carré. C'est-à-dire, quand la justice ou voilà, on va vous taper dessus, on va vous défoncer. Donc, soyez irréprochable. Moi, j'essaie d'être irréprochable et pourtant, on va toujours avoir des 3 points de suspension qui vont nous attaquer, mais on est irréprochable. OK, tu vas avoir des gens qui vont t'attaquer, mais si tu es irréprochable, ils peuvent rien contre toi. Donc, toi, ce que tu as fait, c'est génial. C'est le bon réflexe. Super. Et du coup, on a fait plus d'1 million, mais finalement, j'ai gagné combien? À peine 100 000 euros parce que derrière, j'ai dit à l'expert, en e-commerce, on est sur du 25-30%. Ton salaire d'ingénieur, il était de combien? 2340 euros net. Donc, tu as quasiment multiplié par 4. Par 4, oui. C'est ça. Il faut également se dire que ces 100 000 euros, ce n'est que le début. Ce n'est que le début. Et c'est le fait de se dire, je peux le faire. Et surtout, c'est le fait de dire qu'on a compris une formule et qu'on peut la reproduire. C'est ça. C'est cette confiance en soi qu'on gagne, finalement. C'est ça. Parce que à partir du moment où je lance le premier produit en juillet, et enfin, je lance plein de produits, et il faut dire aussi que entre la conférence et les premiers résultats qui tombent en juillet 2019, c'est aussi une traversée du désert. Et c'est l'une des choses que toi tu fais souvent, c'est que donner voix à 1000%. Et moi, je commence 2019 en me disant, j'ai pas d'excuses. Je me donne à 1000%. Et à l'époque, qu'est-ce que je fais? J'aime le boulot parce que je suis ingénieur aussi, je dois travailler. À l'époque, je travaille à la Défense. Donc, tu as ton job. D'ailleurs, ta boîte, c'est 1 million. Tu les as fait en étant salarié? En étant salarié. Et c'est génial parce que ça prouve encore une fois, ne lâchez pas votre job. Et je vais t'expliquer pourquoi. Les gars qui me disent, Ami, je sais pas, tu as vu, il y a un TKLien. Il avait un resto.
Il a toujours un resto. Et il m'a dit, ouais, Tammy, je vais vendre mon resto, je vais devenir trader. Je lui ai dit, arrête tes conneries. Non. Et j'ai fait un coaching, je lui ai dit, arrête tes conneries, quoi. Déjà, commence à gagner de l'argent. Et toi, c'est ce que tu as fait. Et je te dis prouve-toi que tu es capable de gagner de l'argent avant de commencer. Vas-y. Je te dis pourquoi. Parce que quand je finis mon école d'ingé, je ne vais pas travailler. Je me dis, je me mets à fond dans le business en ligne, j'ai des économies, parce que je vais travailler pendant 5 ans, j'ai travaillé tout le temps, les jobs, Leclerc, Monoprix, tout ça. Donc, tu avais mis de l'économie de côté, des épargnes de côté. Je me dis, écoute, je ne vais pas travailler pendant 2 ans, parce que je fais de l'alternance pendant 3 ans. Donc, de 2017 à 2018, je ne travaille pas. Je me laisse en fond parce qu'on te dit, il faut brûler le bateau, il faut être à fond, etc. Tout ce qu'on veut. Et ça, encore une fois, c'est un conseil qui est donné en développement personnel qui est important. Je l'ai fait quand je suis allé, j'étais à Londres, je travaillais comme trader. Et puis, voilà, pour parler sur un plan perso, mon ex me dit rentre à Paris, donc je me dis ouais, je vais brûler les bateaux. Au final, RSA, chômage, divorce, j'ai eu la totale. Donc le mec en développement personnel qui te dit brûle les bateaux, même si c'est Tony Robbins, parce que c'est Tony Robbins qui le dit. Hein. Même si Tony Robbins il le dit, tu t'as mis cavage. Parce que en fait, pourquoi c'est pipeau, c'est dangereux. Les gens le disent parce qu'ils se disent que ils n'ont pas beaucoup de temps et en brûlant les bateaux, en démissionnant, ils ont beaucoup plus de temps. Moi, je vais vous expliquer ce que moi j'ai mis en place à l'époque. Je laisse mon boulot, je ne vais pas travailler et j'échoue parce que là, je paye 30 000 € en une journée, etc. Et je reviens de Dubaï en me disant, je réécris une lettre de motivation, j'ai l'honneur de nanana et tout. Je veux un boulot, mais bon, je suis ingénieur, je trouve un boulot rapidement et là, je comprends tout de suite qu'il faut jamais laisser tomber son emploi, etc. pour être à fond. Mais ce que je fais par contre, c'est que quand je me relance après la conférence, je mets un programme militaire en place. C'est-à-dire, je me couche à 21h, je me lève à 2h du matin parce que j'avais lu que quand tu te couches très tôt avant 22h, 21h et tu te lèves beaucoup plus tôt et tu as beaucoup d'énergie, donc je me lève à 2h, 2h45. 3h30, je suis debout, je suis déjà habillé. Militaire. Je travaille de 3h30 jusqu'à 8h. Tu vois, et à 8h, je prends le métro pour aller au boulot. Agir, c'est ça. T'es en mode agir. Je prends le métro pour aller au boulot. Wow. J'arrive au boulot. Entre la pause de midi, 13h, bon, on est en France, les gens vont fumer tout ça. Donc, j'arrive à gratter 1h30. Pendant ces 1h30, je vais me cacher quelque part pour travailler sur mon business. Pendant ce temps, les 1 heure de trajet du Kremlin à la Défense, je suis avec de l'audio, un livre audio ou la formation que j'écoute en audio. Bravo. Donc finalement, j'avais réussi à travailler pendant 8 heures par jour. Bravo. Donc parfois, quand les gens disent qu'ils n'ont pas le temps, il y a le temps. C'est incroyable et tu as tout dit. Il y a le temps. Tu as tout dit. Moi, je me souviens, l'art du trading, qui est un gros pavé, 670 pages. En fait, je l'ai écrit durant les moments creux. Moi, j'étais prof. Agrégé. Ce que je faisais, c'est que quand par exemple les profs, ils allaient dans la salle des profs, ils parlaient entre eux. Moi, j'y allais pas, je restais dans la salle, je bossais. Exactement. Je finissais le bouquin. Ensuite, j'allais récupérer mon fils assez loin. Quand je prenais le train, je travaillais sur le bouquin. Chaque minute compte. Voilà. Et j'ai écrit 2 bouquins, Psychologie des grands traders, l'art du trading, en 1 an. Et ensuite, ces bouquins sont devenus des best-sellers. Jusqu'à présent. Jusqu'à présent. Mais 1 an, j'étais à 1000%. Et ça, c'est le meilleur conseil. C'est ça. J'ai pas quitté mon job parce que j'ai compris encore une fois la connerie de brûler les navires. Tony Robbins, je te déteste. Non, mais je connaissais pas Tony Robbins. Et ça, c'est également quelque chose que j'ai compris et que je vous ai enseigné également. C'est-à-dire, dans LFA, j'insiste beaucoup sur le fait que l'avantage d'être libre financièrement, c'est que tu n'es pas obligé de courir derrière l'argent. Parce que tu as assuré. Donc, quand tu travailles cool. Et ça vous donne un avantage incroyable. Et surtout, l'une des choses que j'ai beaucoup apprécié lors de cette conférence en 2018, c'est que tu dis la première étape vers votre liberté financière, c'est déjà d'augmenter votre salaire. C'est ça. C'est pas forcément de brûler, de démissionner, d'aller faire du business en ligne. Non. C'est déjà, est-ce que de 2 000 €, je peux passer à 3 000 € par mois? C'est ça. Est-ce que je peux trouver un meilleur job qui me paye beaucoup plus? C'est déjà ça. Parce que, Alain, et désolé de t'interrompre, tout le monde n'a pas le mindset d'un entrepreneur. Toi, tu me dis, je me réveille à 3 h du matin, mais qui a cette motivation? Non, mais on est d'accord. Moi, je vais pas parler de comment je travaille, mais je pense que beaucoup de gens, ils feraient ce que je fais, ils seraient en dépression, quoi. Ils seraient morts parce qu'ils voient pas la charge de travail. Mais très peu de gens ont cette qualité et cette capacité. Et comme très peu de gens l'ont, il vaut mieux être salarié, il vaut mieux être pépère et travailler sur votre liberté financière. Pépère. Voilà. Maintenant, si vous êtes un acharné,
mais vous n'avez pas besoin de quitter votre job. Ah non. Et Alain le prouve. Et vous pouvez développer des sources de revenus. Et ensuite, en fait, ce qui est incroyable, c'est que à un certain moment, vous dites, OK, j'ai plus besoin d'être salarié. Voilà. Et c'est là où... Et je peux te dire même que quand je quitte mon job, le fait de quitter mon job à l'époque m'avait tellement traumatisé que j'étais au boulot, je faisais du 5 000 € par jour, j'arrive, je regarde et je gagne 2300 €, 40 net par mois. Et j'arrive pas à quitter. Parce que j'avais ce traumatisme de dire, est-ce que je quitte maintenant? Est-ce que ça va continuer? Est-ce que ce n'est pas un coup de chance? Et du coup, quand je quitte, c'est en 2020, quand on déclare le confinement. À l'époque, tellement il y avait cette mauvaise énergie, oui, on va tous mourir, tout ça. Je me dis, si je dois mourir, je mourrai avec quelque chose que j'aime faire. Et c'est là que je laisse mon boulot. C'est en mars 2020. Je me dis, bon, écoute, on va tous mourir, donc je veux mourir en faisant du e-com. Excellent. Et c'est là que je laisse mon boulot parce que juste là, je vais tout le temps au boulot en sachant que je gagne 10 fois mon salaire mensuel tous les mois en e-commerce. Donc c'est comme ça que je laisse mon boulot. Et j'ai plein de questions à te poser. J'espère, les amis, que vous kiffez cette interview. Vraiment, ton parcours, il est super inspirant. Est-ce que ta maman, est-ce que tes parents sont fiers de toi finalement? Oui, quand même. Surtout ma mère. Parce que l'une des choses, je pense que la chance que j'ai eue aussi, ma mère et mon frère, ils ont vraiment cru en moi. Dans ce parcours, ils ont vraiment. Je sais que dans l'entrepreneuriat, souvent les parents ne croient pas. Non. Mais ma mère a vraiment. C'est pas qu'ils croient pas, c'est qu'ils ont peur. Ils ont peur pour nous. Ils veulent nous protéger. Exactement. Et en fait, ils ne nous protègent pas, quoi. Exactement. Et ma mère a beaucoup cru. Et je pense aussi que c'est vis-à-vis de son parcours en France. Ma mère vient en France en tant que bonne. Elle passe de maison même pour faire le ménage. Et quand moi j'arrive en 2012, elle avait déjà acheté une voiture, elle avait déjà une maison. Même si elle ne gagnait pas 3 000 €, elle gagnait. Et à l'époque, je me rappelle, elle n'est pas beaucoup partie à l'école en Afrique, effectivement, mais quand elle vient en France ici, il y a ce qu'on appelle validation des acquis de l'expérience en France, une VAE, où elle doit passer des examens pour avoir des diplômes sur la base de son expérience. Et même à l'époque, c'est moi qui l'aidais dans les exercices, etc. alors que j'étais en Afrique. En gros, elle a validé un diplôme Bac+3, alors qu'elle a arrêté les cours en Afrique en classe de 5e. Donc, je vois ça, en fait. Donc, je pense que c'est quand même quelqu'un qui travaille, qui m'a beaucoup inspiré. Qui a une motivation incroyable. Incroyable, qui m'a beaucoup inspiré. Et actuellement, elle s'est levée, elle a dit qu'elle va ouvrir une station-service, donc elle est en train de travailler dessus. Non. Donc, du coup, elle est à fond, là. Elle est à fond. Donc, je pense qu'elle agit. Donc, il y avait ce volet où, souvent, on le voit beaucoup sur les femmes africaines qui se battent beaucoup, qui travaillent, qui sont au marché. Donc, elle a toujours été une femme qui était dans l'entrepreneuriat. Elles sont courageuses. Elles sont courageuses. Donc, il y a ce volet qui fait que quand moi, je me suis lancé, elle avait très peur, mais elle m'a énormément soutenu. Bravo. Vraiment, elle m'a soutenu. Mon petit frère, je te dis, même mon petit frère, quand il a commencé à travailler, il me donnait de l'argent tous les mois. Et moi, ça me faisait quelque chose parce que il y a quand même en Afrique souvent une certaine hiérarchie. Bien sûr. Donc c'est le grand frère. Le grand frère, tu vois. Et alors? Et j'avais un peu ce sentiment de dire putain, ça ne marche pas. Et c'est mon petit frère qui paye mon loyer. Et qui payait mon loyer à l'époque. Et ça me faisait quelque chose. Mais ma mère aussi me soutenait, m'amenait de la nourriture, etc. Et je pense que ça m'a beaucoup aidé, il faut clairement le dire. Ça m'a beaucoup aidé à ne pas abandonner parce que eux, ils ont cru en moi. Beaucoup d'entrepreneurs n'ont pas cette chance-là, mais j'ai eu cette chance où mon frère et ma mère ont beaucoup cru en moi. Et sincèrement, c'est ça qui a fait aussi que je n'ai pas abandonné. T'as pas abandonné. Alors moi, j'ai rédigé la préface du bouquin d'Alain. Vraiment, j'adore ton parcours parce que, tu vois, on montre un côté positif. C'est-à-dire, beaucoup de gens se plaignent, alors que toi, tu as toutes les raisons de te plaindre. Et je parle même aux gens, d'origine étrangère, qui sont nés en France, qui ont grandi en France et qui se plaignent. Toi, tu viens du Bénin, t'as rien, ta mère, elle fait des petits ménages, t'as toutes les raisons de te plaindre. Mais d'un autre côté, en fait, c'est soit tu te plains, soit tu es en mode agir. Exactement. Et à se plaindre, c'est tellement facile. Et agir, et toi, t'as fait des études. Donc, t'es pas issu d'un milieu où, voilà. Et t'es pas un milieu aisé. Tu commences de zéro. Un autre truc qui m'a... Bon, tu te formes et tu viens à mon séminaire alors que t'as pas d'argent, quoi. Il y a quelqu'un, il me dit, Tammy, j'ai pas d'argent, je rejoins ta formation. Je lui dis, ne rejoins pas. Tu le sais, quoi. J'ai presque envie de dire, moi, je comprends pas. Parce que moi, généralement, je dis, ne venez pas. Parce que, tu vois, j'ai vu des gens me dire, Tammy, je suis au RSA et je veux devenir trader. Je dis, arrête tes conneries. Règle tes problèmes. Et ensuite, et toi, en fait, t'es quand même en mode, je veux... Je te dis pourquoi. Et c'est ça ce que... Vas-y. Je te dis pourquoi. Je pense, en fait,
comme je l'ai dit, moi, je découvre le business en ligne en 2013. Et j'ai mon premier résultat en 2019. OK. Et c'est beaucoup d'argent que j'ai mis dedans. Wow. Vraiment, je suis quelqu'un de très casanier, je sors jamais. Donc, toutes mes économies, je mettais dans le monde du business en ligne, etc. J'ai pris, je pense, eux tous, hein, Olivier Roland. Tu as pris toutes les formations? Toutes les formations. Je pense eux tous. Non, mais et puis, un autre point important, c'est que, voilà, tu n'avais pas beaucoup d'argent. Alors, attention, formation, c'est pas la garantie du succès. Pas du tout. On est d'accord. Pas du tout. Mais c'est le départ. C'est le départ. Si tu payes même pas pour te former, mais tu veux réussir, il y a un problème. Et la formation, c'est le meilleur investissement. Parce que, comme l'a dit Warren Buffett, c'est l'investissement qui a le retour le plus important. Exactement. Parce qu'une seule idée, un seul déclic, un seul truc, tu as remboursé ta formation. Direct. Et surtout, l'une des choses qui a fait que moi j'ai tenu, c'est parce que déjà, tout marche. Ouais. Et quand je fais ces formations, on crée toujours des groupes Facebook, des groupes ci, et je vois des gens réussir au moment où moi j'abandonne. Bien sûr. Et j'avais toujours cette frustration de me dire, pourquoi pas à 100%? Pourquoi tu lâches aussi rapidement? Et t'es pas à 100%. Et quand je viens à la conférence, pour moi, c'est de me dire, là, on va se mettre à 1000%. Il n'y a pas d'excuses. Il n'y a pas d'excuses. Il n'y a pas de, j'ai pas d'argent. L'argent, on va le trouver. Voilà. S'il faut faire un prêt à la banque, on va faire le prêt. Dans tous les cas, moi, j'avais mes amis qui me disaient, oui, Alain, tu jettes de l'argent par la fenêtre. Je dis, oui, mais t'as acheté une voiture. C'est ça. Ou t'as acheté une télé. T'as acheté une télé. Ou t'as acheté un iPhone. T'as acheté l'iPhone, tu vois. Moi, je vis en France avec un ancien Samsung que j'ai gardé pendant 3 ans. Je devais prendre le métro, je regardais sur Internet, je notais sur une feuille de papier. Les amis, moi, j'ai toujours l'iPhone 14. Alors, ça va. J'ai pas acheté l'iPhone 15. J'ai largement les moyens de m'acheter ça. Mais pourquoi je le fais pas? Parce que franchement, il y a rien. Il y a rien. Et généralement, je fais 1 fois sur 2. Mais moi, c'est un outil de travail. Mais ce que je veux dire, c'est si t'es fauché et t'achètes l'iPhone 15, c'est que t'as rien compris. Non, il faut vraiment. Moi, j'ai vraiment essayé de serrer la ceinture et surtout de me dire, si les autres y arrivent, pourquoi pas moi? Pourquoi pas moi? Il y avait toujours cette frustration de se dire, je suis pas encore le premier. Et justement, alors le mindset, parce que ça, c'est important. Moi, j'avais énormément de blocages. Et c'est pour ça que j'ai beaucoup, tu vois, à un certain moment, j'ai fait un revirement vers la partie mindset, la partie liberté financière. Parce que j'ai vu des gens, gagner beaucoup en trading, perdre. Et beaucoup de gens qui n'ont pas à faire de trading, qui ne doivent pas faire de trading, qui ne doivent pas toucher au trading et qui perdent 5 ans dans le trading. Et là, je me suis dit, en fait, il faut créer un cursus énorme sur la liberté financière. Et c'est ce que j'ai fait avec LFA. Je pense que LFA, c'est le meilleur programme de liberté. Sincèrement, en termes de mindset, c'est énorme. C'est énorme. C'est énorme et il y a tout. Il y a tout. Et ce programme, il m'a demandé 1 an, 2 ans de travail à plein temps. Et justement, moi, je me suis formé avec Tony Robbins, Jack Canfield, etc. parce que j'avais des blocages. J'avais également beaucoup de problèmes. Et je pense que le mindset, beaucoup de gens le déconsidèrent, mais c'est 99% de la réussite. C'est 89%. Moi, j'ai un ami, je vais pas donner le nom, mais il est diplômé, mais vraiment, genre, l'élite. Genre, les diplômes, il est agrégé, Sciences Po Paris, Normal Sup, etc. Et il m'a écrit, il m'a dit, ouais, Tammy, je galère et tout, c'est la merde. Et là, je me suis dit, pour un Français, son CV, c'est genre, voilà, c'est top Dieu. 1%, quoi. C'est Dieu, quoi. C'est pas top 1%, c'est 0,1%. Et il galère. Et là, je lui ai fait un coaching et je lui ai dit, réveille-toi, quoi. C'est-à-dire, tu peux pas me dire ça. Et en fait, les diplômes, c'est bien, mais voilà, la TKL, le mindset, formez-vous avec n'importe qui. Je vais te dire quelque chose aussi. Je vais te dire quelque chose qui est extrêmement important et qui a beaucoup retardé ma réussite. Ta réussite, ok. Et c'est quelque chose sur lequel je pense que, je sais pas comment je vais l'exprimer, mais je vais essayer de l'exprimer de la manière dont je le ressens. Lorsque j'échouais dans un business, j'avais un sentiment de soulagement qui arrivait. Et ça, c'est quelque chose que je n'ai jamais compris et sur lequel j'arrivais pas à mettre. C'est-à-dire que lorsque je fonçais, j'ai l'impression que lorsque je me donne et tout, j'ai cette peur en moi. Et à un moment donné, lorsque ça échoue, je me dis, ouf, la pression relâche. Et j'ai pris énormément de temps à détecter ce truc-là. Et selon toi, ça vient de quoi, ça? Je ne sais pas d'où ça vient. Ça peut être de l'auto-sabotage, ça peut être aussi dans l'éducation reçue, ça peut être beaucoup de choses. La peur de la réussite. La peur de la réussite. La peur également. Tu sais, moi, l'un de mes bouquins, c'est ma mère qui m'a motivé à écrire mes bouquins. Désolé, je t'ai interrompu, mais je pense que c'était super ce que tu as dit. Donc moi, je viens du Maroc.
je galère. 2006, pardon. Ma mère elle vient me voir, elle me dit, écoute, écris un bouquin. Je lui dis, attends, je viens de divorcer. Je viens de passer l'agrégation qui est l'un des concours les plus durs de France. Je suis dans un état lamentable et tu veux que j'écrive un bouquin. Et elle me dit, écris un bouquin parce que ça me rendra fier. Et tu sais, moi, ce que je lui ai dit, ouais, mais je vais être critiqué, je vais avoir des haters, je vais avoir des gens, ils vont me dire, ouais, mais t'as écrit un bouquin et tout. Et je lui dis, et ça va me demander 1 année. Et là, elle m'a dit, c'est quoi 1 année dans la vie d'un homme? Ouais. Et là, je me suis dit, mais elle a raison. Et là, pendant 1 année, j'ai bossé comme un acharné, j'ai écrit l'art du trading, psychologie des grands traders. Et ça a littéralement changé ma vie parce que ensuite, j'ai eu une médiatisation, parce que ça m'a également beaucoup aidé par la suite pour la partie business. Parce que sinon, j'aurais eu un manque de confiance en moi, j'aurais eu un blocage, mais là, je suis passé sur, et c'est pas, je suis passé, c'est que j'ai eu beaucoup de succès. Ouais. Et là, je me suis dit, mais en fait, et grâce à ces bouquins, grâce à cet investissement, j'ai fait ça. Mais j'avais ce syndrome de l'imposteur, ce syndrome de on va me critiquer, cette peur, parce que les gens sont méchants, parce que les haters, parce que la société, c'est-à-dire quand tu réussis, tu vas t'en prendre plein la gueule. Plein la gueule. Et donc, ça fait peur. Le commun des mortels ne veut pas réussir parce que la réussite, c'est dur. C'est un poids. C'est solitaire également. T'es seul. T'es là, t'es en haut de la pyramide et tout le monde veut te déglinguer. Et donc, toi, tu dois être capable de te dire, ok, j'accepte. Et ça, en fait, ça doit venir, c'est-à-dire tu dois avoir ce déclic, cette envie de réussir qui est extrêmement forte. Et moi, en fait, ça s'explique essentiellement par, à un certain moment, j'en ai eu un ras-le-bol de ma vie, de me dire, j'ai les meilleurs diplômes, je gagnais 2000 balles, je galérais, j'étais dans un petit appart, ensuite j'ai frôlé la mort. Et là, je me suis dit, j'en ai marre. Et c'est là où j'ai eu le courage de créer un business et tout. Mais j'avais la trouille. C'est clair. J'avais la trouille. Et je pense que beaucoup de gens passent par ce moment et ils ont la trouille. Ouais. Un pote qui bossait dans un gros cabinet de consulting, on a étudié ensemble. Il gagnait 10 000 € par mois. Je pense qu'aujourd'hui, il doit gagner plus. Et je lui ai dit, il est venu me voir à Dubaï. Il me dit, ouais, punaise, je suis toujours dans les avions, je me fais chier. Je lui dis, attends, bosse avec moi, fais un truc. Ouais, d'accord. Et le mec, en fait, il a jamais eu le courage. Bon, bien sûr, il a un bon boulot. Le mec, il a un gros poste. Mais je l'explose en termes de revenus, je l'explose en termes de qualité de vie. Ouais. J'ai pas besoin de prendre des avions toutes les semaines. J'ai une vie équilibrée, tu vois, alors que beaucoup de cadres de haut niveau, ils se font jeter comme des chaussettes. Récemment, je sais pas si tu as vu, mais il y a un banquier privé, directeur général d'une banque anglo-saxonne. Ils lui disent, casse-toi, dégage. Le mec, il dit, ouais, je comprends pas, il y a une demande. Non, casse-toi. Ok, tu bosses t'as fait HEC, t'as 45 piges, 50 piges, dégage. C'est la société de demain, les amis, et même d'aujourd'hui. Elle est impitoyable. Et donc, il vaut mieux travailler pour soi-même. Ouais. Et c'est pourquoi je développe ça, parce que beaucoup de gens ont peur, je peux les comprendre, mais est-ce qu'il vaut mieux avoir osé faire quelque chose et te dire, ok, j'ai peur, j'ai la trouille, c'est normal, j'ai eu peur, t'as eu peur, on a tous eu peur. Mais à un certain moment, tu franchis le pas, tu fais quelque chose, ou alors te dire, non, je préfère être dans ma petite boîte, j'ai un bon job, je suis payé 10 000 balles, et du jour au lendemain, tu te fais virer comme un malpropre, tu comprends même pas. Et ensuite, tu vas dire, ouais, les influenceurs, non, mais moi, j'ai 1000 fois plus de respect. Alors attention, il y a influenceurs et influenceurs. Exactement. On est d'accord. Mais j'ai 1000 fois plus de respect pour un influenceur qui a pas fait d'études, mais qui ose faire des choses, que pour un mec qui est bardé de diplômes et qui est là à donner des leçons de morale, mais qui a même pas eu le courage de faire quelque chose. Ouais. Honnêtement, je pense que les entrepreneurs, en général, bien sûr, on peut leur taper dessus, etc., mais ils ont eu le courage à un certain moment de faire quelque chose qui est dur. C'est une décision difficile. Donc, très dur. Sentiment d'auto-sabotage, à chaque fois soulagement. Qu'est-ce qui t'a permis d'éliminer ça? C'est déjà le fait d'avoir mis la main dessus, d'avoir compris que j'avais ce sentiment-là. Parce que je me suis dit, putain, j'ai perdu 6 ans. Ouais. Pour comprendre ce truc-là. Quand est-ce que tu as découvert ou compris ce blocage? Ça, c'est vraiment par hasard sur une vidéo YouTube que je suivais d'un Américain qui s'appelle Sam Ovens, qui fait une vidéo qui s'appelle « Faire face au diable ». Et c'est une vidéo de 2h30, entre 1h50 et 2h30, où il explique, en fait, il dit
que dans sa réussite ou bien dans son parcours d'entrepreneuriat, à chaque fois il échouait, il était content. Et c'est quand il le dit que je me dis, putain, intéressant. Ouais. C'est ce qui m'arrive. Tous les business que j'ai laissé tomber, à chaque fois où j'ai abandonné, j'avais ce sentiment d'apaisement, de soulagement. Je me dis, tu voulais pas aller plus loin. Je voulais pas aller plus loin. Et ça, c'est quelle année? Ça, c'est en 2019 que je le comprends. Et quand je le comprends, un mois après, j'ai mes résultats. Waouh. Je t'assure, c'est comme de la magie. Un mois après, je lance et j'ai mes résultats. Et c'est là où je comprends que le mindset, ça fait tout. Ah non, ça fait tout. Parce que tu peux tout bien faire. Tu peux suivre la formation, être le meilleur étudiant. Tu appliques tout. Et pour X, Y raison, les résultats ne viennent pas. Bien sûr. Parce que tu n'es pas prêt à les accepter. Non. Et ça peut paraître philosophique ou magique, mais c'est la réalité. Tu n'es pas prêt à accepter ces résultats-là. Et l'univers ou Dieu, ou peu importe comment tu peux l'appeler, va pas te le donner parce que tu n'es pas prêt à l'accepter. Je suis d'accord. La difficulté et le sentiment également de se dire punaise, réussir, c'est également une responsabilité. Fait que beaucoup de gens se disent je veux pas de ces problèmes. Je veux être tranquille, je veux être peinard, je veux avoir une vie peinard. Et à un certain moment, par exemple, tout à l'heure, j'ai été interviewé juste avant toi par quelqu'un et le mec, je lui ai dit viens à côté de moi, il m'a dit non, j'ose pas être devant la caméra. Et les gens, ils ont peur. Et même pour me poser des questions, ils n'osaient pas. Toi, regarde, par exemple, là, tu m'as écrit à plusieurs reprises pour la préface de ton bouquin, petite pub. Tu m'as écrit également, tu as dit, voilà, j'ai participé au séminaire. Mais ça fait depuis 1 an que je t'écris. C'est fou. Depuis 1 an. Et moi, j'étais méga busy. Exactement. Mais tu as tellement insisté. Là, c'est un autre exemple. Mais il était tellement motivé. Il nous a écrit à un certain moment, parce que moi, tu vois, mon équipe, elle me donne pas tout. Oui, exact, c'est tout à fait normal. Elle me donne pas tous les messages. Exactement, c'est tout à fait normal. Il y a trop de messages. Plein de gens, ils viennent à Dubaï. Je vais voir Tammy, genre, je suis le guide du tourisme. Exactement. Donc, il y a une personne de mon équipe qui me dit, Alain, c'est un ancien étudiant, etc. Et moi, je lui dis, OK. Et après, je pense qu'il s'est passé plusieurs mois, c'est ça? Exactement. Et là, tu nous as relancé. Et là, moi, j'ai dit, mince, tu vois, parce que j'étais tellement dans ma bulle. Exactement. Il m'a relancé. Et ben là, il a la préface. Voilà. Tammy Cabage. Voilà. Non, mais c'est ça. Et surtout, je me dis, je veux voir Tammy, mais il n'a pas le temps. Il dit, je viens à Dubaï quand même. Ouais. Et ça, je lui dis, je viens à Dubaï. Et on essaie de voir ce qui va se passer. Et l'autre truc, c'est ça, c'est que je t'ai proposé une interview. Exactement. Et toi, t'as dit, je viens à Dubaï. Et tout à l'heure, je t'ai dit, pourquoi t'es venu à Dubaï? Il m'a dit, à cause de toi. Voilà. C'est fou. C'est juste pour ça. Juste pour ça. Incroyable. Mais c'est magnifique. On va parler un peu de ton bouquin. Oui. Et alors, dis-moi, pourquoi t'as écrit ce bouquin? En fait, l'idée pour moi, c'était, j'ai réussi en e-commerce. OK. Et pour moi, je me suis dit... Alors, la réussite pour toi, donc tu me dis, tu as fait 1 million en 2020 et après? Après, on a continué, bien évidemment. Aujourd'hui, on a fait déjà plus de 3 millions de chiffre d'affaires. Ça m'a ouvert beaucoup d'autres portes. Hein. Aujourd'hui, ça me permet d'investir en Afrique, d'avoir une entreprise d'informatique en Côte d'Ivoire où on a des développeurs qui... Côte d'Ivoire où il y a la canne. Hein. Il y a la canne actuellement, voilà, où on développe des applications pour des entreprises en France. Ça me permet de faire de l'import avec la Chine et l'Afrique, etc. Donc, ça m'a ouvert pas mal de portes. D'ailleurs, tu vas en Chine régulièrement. Exactement, je vais en Chine. Je parle aussi la langue depuis 2014. Non, mais c'est vrai que tu en avais parlé. J'avais parlé à l'époque. Il avait dit qu'il parlait chinois. Exactement. C'est ça? Ouais, je parlais chinois. Je parle aussi la langue. Magnifique. Depuis donc tu vas en Chine régulièrement? Régulièrement, oui, je vais en Chine régulièrement. Tout ça, ça m'a permis d'apprendre pas mal de choses. Et je me suis dit, c'est important de structurer tout cela dans un livre. Ça apporte aussi, ça permet aussi d'avoir une certaine notoriété. Ça permet aussi de structurer sa pensée dans un bouquin qui peut rester intemporel. L'une des questions, en fait, pour moi, c'était de me dire comment on peut marquer l'histoire, comment on peut marquer quelque chose. Bien sûr. Et finalement, on voit que ce qui permet de marquer l'histoire ou son histoire à son échelle, c'est les livres. C'est les livres. C'est un livre qui peut rester, où les gens peuvent toujours revenir dessus. Napoléon Hill. On le voit avec la psychologie des grands traders. Psychologie des grands traders. Depuis 15 ans maintenant. Bon, je suis pas à leur niveau. Mais ça restera là encore pendant 20 ans. Je sais pas. Aussi. Mais en tout cas, c'est vrai que ça fait depuis 2006. 2006. Donc, près de 20 ans déjà. que le livre. Donc, pour moi, c'était aussi de structurer cela via un bouquin. Et c'est pas trop autobiographique parce que je me suis dit, bon,
l'idée c'est de rester vraiment sur la partie technique de la chose, comment se lancer en tant que débutant. C'est très facile à lire, c'est très court aussi. C'était d'aller à l'essentiel. J'ai vu, ça va à l'essentiel. 147 pages, ça va à l'essentiel. C'était vraiment d'aller à l'essentiel dans ce livre-là. Et justement, la différence entre ton bouquin, un autre bouquin, c'est quoi ta valeur ajoutée? La stratégie que j'utilise. D'accord. Et tu en parles? Et j'en parle. OK. Il y a beaucoup de gens dans l'e-commerce, ils disent je parle pas de stratégie, je parle pas de ma stratégie, je parle pas des produits, et ça, on le comprend. Moi, je peux montrer ma boutique, il n'y a pas de problème. Ah, d'accord, OK. Moi, j'ai aucun problème par rapport à ça. Pourquoi? Parce que ce que moi j'enseigne, c'est de quitter le dropshipping classique et de rentrer dans une création de marque. Et moi, je l'ai mis en place, et la stratégie que j'ai mis en place, c'est à partir du moment où je teste un produit qui marche en dropshipping, je contacte l'usine pour faire un partenariat avec l'usine et avoir un contrat d'exclusivité. D'accord. Avec l'usine. Carrément, sur le produit. OK. Donc, est-ce que les gens le savent? Est-ce que tu es assez gros pour faire ça? Parce que c'est quand même, quand tu parles d'exclusivité, c'est-à-dire que tu dois être quand même assez important. Pas besoin. En fait, il faut comprendre que les Chinois ont une certaine mentalité, c'est de se dire, tant que ça vend… Et ce qui est super, c'est que toi, tu parles leur langue. Exactement. Ça, c'est un… Alors, je sais pas comment… Ça peut être un avantage d'une certaine manière. C'est un avantage d'une certaine manière. Énorme. Parce que je comprends un peu… C'est énorme. Il faut dire aussi, et ça, je n'ai pas précisé, quand je finis mes études d'ingénieur, je pars sur un examen pour avoir une bourse du gouvernement chinois et aller étudier la langue, la culture, la psychologie et la philosophie chinoise à l'université des langues de Pékin. Donc ça m'a permis de bien comprendre comment les Chinois réfléchissent et tout. Et ça m'a beaucoup aidé aussi dans les négociations avec les usines, etc. Par rapport aux produits. Parce que l'idée, c'est qu'à un moment donné, surtout le dropshipping, c'était une mauvaise image en France aujourd'hui à cause de beaucoup d'escroqueries. Les influenceurs. Toi, tu en penses quoi? Les influenceurs, tout le scandale qu'il y a eu. En fait, je pense qu'ils ont abusé. Oui, je pense clairement qu'ils ont abusé. Mais après, dire que le dropshipping c'est une arnaque à cause de ça, il y a des arnaques partout. Bien sûr. Il y a des arnaques de trading, il y a des arnaques dans tous les business models, etc. Bien sûr. Les influenceurs en ont abusé. Ils ont vendu des produits de mauvaise qualité. Alors, les influenceurs sont dans le trading. Ils sont dans le trading également. Ils sont partout. Ils ont vendu des produits. Fait la promotion de produits de mauvaise qualité à leurs audiences et ce qui a fait appel à des lois, etc. Moi, je suis très content qu'il y ait ces régulations aujourd'hui. C'est super. Parce que moi, j'ai essayé de faire les choses bien. Moi, j'ai payé la TVA, j'ai tout payé plein pot. Bravo. Et moi, ça me fait chier aussi de voir des gens qui ne payent rien et qui vendent des produits qui ne livrent pas. Donc, moi, je suis content. Moi, ça ne me dérange pas du tout par rapport à ça. Non, mais c'est clair. Et du coup, l'idée pour moi, dans la stratégie que moi j'utilise, c'est qu'à partir du moment où on est sur un marché qui est très sensible à ça, il faut se différencier. Bien sûr. Par rapport à ce qu'on fait. Mais le problème aussi, c'est que créer une marque en e-commerce prend beaucoup de temps. Beaucoup d'analyse, il faut analyser le marché, il faut trouver un vrai avatar, un persona, etc. Il faut faire des shootings photos, ça prend énormément de temps. Et du coup, moi je découvre sur AliExpress qu'il y a des marques chinoises qui sont là, de vraies marques, qui ont déjà tout fait. Ils ont des shootings photos, ils ont des produits, des catalogues, ils ont déjà tout ce dont tu as besoin. Donc ce que moi je fais, je dis ok, je vais tester ces produits-là, de ces marques-là, et si ça marche, je contacte les marques pour dire, OK, les amis, on va faire un partenariat ensemble. Et je vais pouvoir revendre votre produit en vous représentant. Ce que les gens ne savent pas, c'est que dans n'importe, parce que moi, je fais beaucoup de foires, et un peu en Chine, la foire de Canton, je vais à une foire. Aujourd'hui, je suis même exposant de mes produits en Allemagne, à une foire en Allemagne. Quand tu vas bientôt? Le 2 février. D'accord. Donc, je descends demain à Paris et le 2, je vais en Allemagne. Bravo. Et du coup, le truc, c'est que lorsque je contacte les entreprises se disent, si vous voulez vendre notre produit, vous avez 65% de réduction. C'est un truc universel. Même les marques françaises. La deuxième chose que les entreprises disent aussi, c'est que tu dois acheter une certaine quantité. Donc, et la plupart du temps, ils te disent acheter pour 500 €. Pour 500 € parfois, tu vas avoir 10, 15 produits, 20 produits en fonction du coût du produit. Donc, c'est pas beaucoup pour devenir leur représentant. Et tu peux tester ton marché avec. Et c'est là que je me dis, en fait, même si je vends du Louis Vuitton, en fait, c'est pas si compliqué. Non. Et du coup, nous, on pense que comme c'est des marques et tout qui sont déjà établies en Chine, c'est extrêmement compliqué, ce qui est totalement faux. Intéressant. Et du coup, la stratégie que moi je mets en place, c'est de dire, c'est de déjà vendre le produit en e-commerce dropshipping parce qu'ils sont disponibles sur AliExpress. Quand ça commence à marcher, que je fais du résultat, je leur montre les résultats que je fais. Je dis, écoutez les amis, on va faire un contrat ensemble. Là, je peux avoir des prix beaucoup plus bas. Plus intéressant. Et parfois même, actuellement, moi, je vends au prix d'AliExpress. C'est-à-dire, tu vas sur ma boutique et tu vas sur AliExpress, c'est le même prix. Parce que moi, il y a 65% de réduction de l'autre côté. Avec les usines. Alors que je ne suis pas gros, je n'ai pas vendu pour 2 millions. C'est énorme. Et du coup, c'est parce que les gens ne testent pas. Les gens sont persuadés que ce n'est pas possible en fait. Et donc, alors, c'est super. 3 millions de chiffres d'affaires. La marge,
On peut en parler. On peut en parler, je suis totalement transparent. Aujourd'hui, je suis en Estonie. Okay. Aujourd'hui, donc, avec l'Estonie, on n'a pas d'impôt sur l'entreprise. On est que la TVA, on la paye. On va se retrouver en du 20 du 25%. C'est très bien. Voilà. On est super bien. C'est pas mal. Tes ambitions. Parce que là, c'est super. Hein, moi, mes ambitions, là. Alors là, en 2018, tu avais dit devant les TKLiens 1 million. Là, c'est quoi? Le chiffre. On veut le chiffre. Là, j'ai quitté totalement le dropshipping classique, donc je suis sur la création de marque aujourd'hui. On a lancé la marque en septembre dernier. Aujourd'hui, on fait environ de 30 000 € de chiffre d'affaires par mois. Aujourd'hui, sur la marque, avec une bonne marge dessus. Et mon ambition pour cette marque aujourd'hui, c'est de passer d'ici la fin de l'année à du 1 million d'euros de chiffre d'affaires d'ici la fin de l'année. C'est ça l'ambition. Maintenant, horizon 3 ans, ce que je veux mettre en place, c'est d'arriver au moins à du 1 million par mois. Parce qu'on a des concurrents sur le marché qui font 50 millions par an en vendant les mêmes types de produits que nous. Donc, il y a quelque chose à faire. Mais aussi d'avoir au moins une boutique physique sur Paris. Waouh! C'est un gros challenge. Ça, c'est ce que tu as envie de faire. Parce que je me suis dit, c'est bien le business en ligne. C'est top, ça. Hein? C'est bien le business en ligne, mais j'ai envie de m'inscrire quelque part aussi dans la réalité. Et ça, c'est dans les 3-5 ans. Dans les 3-5 ans, c'est la vision que je me suis établie pour 2024. Magnifique. Voilà, on va aller à ce niveau. Ta maman, elle est toujours en France? Toujours en France. Tu as toujours, alors tu as parlé d'Afrique. Est-ce que tu as toujours des... oui, j'ai mon père qui est en Afrique, qui est au Bénin. Et tu y vas de temps en temps? Oui, tout le temps. C'est vrai? J'y vais au moins tous les 3 mois, tous les 4 mois, je vais. Magnifique. Parce que déjà aussi, j'ai une entreprise au Bénin. Où on a des salariés. Tu vas parler de Côte d'Ivoire également. Côte d'Ivoire aussi. Super. On a une entreprise au Bénin où on forme, parce qu'on a remarqué que dans la francophonie, il manque énormément de talent pour aider les entrepreneurs. Lorsque tu vas sur Fiverr, tu vas sur Upwork, tu trouves les Filipinos, tu trouves pas mal de personnes qui permettent aux entrepreneurs américains de scaler rapidement parce que la compétence est là. C'est une très, très, très bonne idée. Et du coup, nous, on est dans la francophonie. Les gens en Afrique, les Africains sont extrêmement compétents, mais ils n'ont personne pour montrer leurs compétences. Et ils sont pas, je dirais... il y a un manque de formation. Il y a un manque de formation. Il y a un manque de formation, il y a le côté sérieux, le manque de sérieux. Il y a ce volet aussi. Il y a ce volet. Le manque de sérieux. Et ça, clairement, c'est parce qu'il y a cette vision court terme. Exactement. Et une fois qu'on change les mentalités, l'état d'esprit, etc., parce que justement, toi, tu penses quoi de l'Afrique? En général, oui. Sachant que ça va devenir le continent le plus jeune au monde. Et on parle d'une Afrique qui va représenter 14% de l'économie mondiale, quand l'Europe ne représentera que 7% de l'économie mondiale. Alors bien sûr, on a le temps. On a le temps, oui. Mais clairement, l'Afrique, c'est un chantier énorme. C'est un chantier énorme. Alors toi, ton avis par rapport à l'Afrique? Moi, je suis très optimiste. Très optimiste par rapport au continent. Ça avance lentement, mais sûrement. Bien sûr. Il y a pas mal de challenges aujourd'hui à relever. Le vrai problème, selon moi, c'est le leadership. On a un vrai problème de leadership. Il n'y a pas cette vision qu'on a retrouvée chez les Chinois, chez les Japonais, chez les Coréens le siècle dernier. On n'a pas cette vision-là. Mais les choses avancent. Mais les choses avancent. Il y a une nouvelle génération. Qui est totalement moins complexée, moins manipulable, beaucoup plus connectée. Et je pense également Internet a également changer la donne. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, auparavant, toi tu viens du Bénin, moi je viens du Maroc, c'était pas évident. C'était pas évident. Il fallait tout apprendre par nous-mêmes. Exactement. Je pense qu'aujourd'hui, les jeunes en Afrique, ils ont accès à une information juste incroyable. Comme tout le monde. Gratuitement. Ouais. Et ils peuvent véritablement, ça peut déjà leur donner une base. Moi je me souviens que rien qu'un bouquin, c'était t'avais un bouquin, c'était énorme. Exactement. Moi je me souviens, il y avait une foire et on recevait des bouquins américains et c'était waouh. Quand t'avais ces bouquins, c'était waouh. Et aujourd'hui, les connaissances, elles sont diffusées, elles sont facilement accessibles. Ma chaîne YouTube, il y a quasiment 3000 vidéos, mais moi, à mon époque, j'aurais eu ça aurait littéralement changé ma vie. Ah bah oui, et aujourd'hui. Et toi d'ailleurs, tu as capitalisé sur ça, parce que tu me parles, tu me dis voilà, j'ai regardé Stamoven, j'ai regardé et ça a eu un impact clair sur ta réussite. Et moi, j'ai des amis qui sont au Bénin, qui n'ont jamais quitté le Bénin et qui font 30 000 € par mois. Bien sûr. Bien sûr. Et ça, c'est également un autre truc, c'est que auparavant, les Africains, parce que c'est encore le cas aujourd'hui, attention, mais les Africains, ils pensent beaucoup à émigrer, à aller vers la France ou vers d'autres pays. Or, aujourd'hui, on le voit, c'est fermé, quoi. C'est fermé. C'est chaud. Et je pense qu'aujourd'hui, beaucoup d'Africains, ils peuvent réussir en restant en Afrique. Mais auparavant, c'était inimaginable. Oui. Auparavant, il n'y avait pas le choix.
C'est soit tu émigres, soit tu restes et il y a les... Aujourd'hui, incroyable. Mais moi, je l'ai fait dans ce que nous faisons en Afrique. On a pas mal d'étudiants parce qu'on forme justement au Bénin. Et tu as créé une vraie école physique? Non, c'est pas une école, c'est beaucoup plus une école en ligne. On a des locaux, on a un local comme ça aussi, super, avec des employés et tout. Et on forme les gens sur tous les métiers du web. Copywriting, closing, etc. Et même moi, les gens qui travaillent pour moi aujourd'hui, avant j'avais tous mes prestataires en France, j'ai tout délocalisé, j'ai pris un bureau à Cotonou, tout le monde est là, tout le monde travaille depuis là-bas et ils ont les mêmes compétences. Bravo. Ils ont les mêmes compétences, que ce soit dans mes emails, que ce soit mes boutiques e-commerce, tout le monde, même le SAV, parce que souvent les gens se disent que oui, il y a l'accent africain, l'accent béninois, et ils te parlent un français digne de Paris. Hein. Bien sûr. Ne sous-estimez pas. Non, mais tu vois, je le sais, mais voilà. Mais ce que tu me dis là, c'est génial. Parce que justement, je pense que beaucoup de problèmes, et même des entrepreneurs, des infopreneurs, mais moi, hein, je pense que c'est quelque chose qui manque. Et là, tu réponds à une demande concrète. C'est ça qu'on veut faire. Et en plus, tu aides les gens. Et là, on voit concrètement l'entrepreneuriat. C'est c'est répondre à une demande, répondre à un problème et apporter des solutions. Toi, tu es en train de bosser. Bravo. Aujourd'hui, mes monteurs sont à Cotonou. Je leur donner un bon cadre et tout. Ils ont les meilleurs équipements. Et aujourd'hui, on forme énormément de jeunes. On a même une chaîne qui s'appelle Réussi en Afrique, où on fait des vidéos pour former les jeunes dans tous les métiers du web. Excellent. Parce que l'idée va être maintenant de proposer à la francophonie tous ces talents-là, comme on le voit avec les Filipinos, avec les Latino-Américains, qui aident les entrepreneurs américains finalement à scaler leur business. Bien sûr. Et eux aussi, ils vont gagner très bien leur vie parce que c'est quoi le SMIC à Cotonou? Le SMIC, c'est 75 €, 80 €. Tu ne tires pas loin avec ça. Non. Moi, la plupart de mes gars sont payés jusqu'à 1 1 500 € par mois, alors qu'ils sont à Cotonou. Bravo. Parce qu'ils ont les mêmes compétences que des prestataires que je peux avoir en France. Non, mais c'est franchement super. Et j'ai vu pas mal David Laroche. Son funnel builder, c'est un Béninois. Il y a beaucoup de personnes qui sont au Bénin qui travaillent les grands noms de l'entrepreneuriat en France. Mais je pense Olivier Roland. Olivier Roland aussi. Je pense Maxence aussi, un de ces gars qui est au Bénin aussi. Probablement. Etc. Donc, il y a pas mal d'entrepreneurs comme ça. Et pour nous, justement, c'est bien de critiquer les chefs d'État africains, c'est bien de leur cracher dessus, mais qu'est-ce que nous, à notre niveau, en tant qu'entrepreneurs, on apporte aussi? Magnifique. Et je pense que ça, c'est également quelque chose qu'il va falloir changer en Afrique. C'est le fait qu'on attend toujours des autres. Exactement. Et en fait, il faut agir. Il faut agir à son niveau. Il ne faut rien attendre. Il faut également être positif. C'est vrai qu'on a toujours cette histoire de, par exemple, Francis Ngannou, c'est une histoire incroyable. C'est incroyable, oui. Il vient, il traverse, il se retrouve, tu vois. Mais combien de gens seront des Francis Ngannou? Et est-ce que ça vaut vraiment le coup? Parce qu'il y a des gens, ils vont perdre leur vie, ils vont perdre leur vie. Mourir, alors que, parce que c'est vrai, encore une fois, que tu peux réussir en étant en Afrique. Je pense que cet état d'esprit, il n'était pas présent auparavant. Et aujourd'hui, il est de plus en plus présent. Justement, alors, on est à Dubaï. Tu penses quoi de cette ville? Non, déjà, tu étais déjà venu. C'est la deuxième fois. En 2018. 2018. Et là, c'est ta deuxième fois. Deuxième fois à Dubaï. Il y a beaucoup de choses qui ont évolué à Dubaï. C'est devenu plus cher. Déjà. Sincèrement, en 2018. Déjà, c'était pas cher. C'était pas cher. C'était donné. C'était cadeau. J'étais à l'hôtel 5 à 90 € par jour. C'est ça. Aujourd'hui, 300 €, tu vas pas là-bas, à l'hôtel 5. C'est chaud. Fou, Dubaï est devenu beaucoup plus cher. Sincèrement, pour moi, Dubaï, il y a un concentré d'entrepreneurs ici, le réseau est extrêmement développé, et surtout tu es dans un environnement où je pense que si tu viens à Dubaï et que tu es taximan, tu fais du Uber, et que 5 ans après, tu n'as pas un business, il y a un problème. Parce que tu es dans un environnement où tout le monde, en tout cas, donne l'impression d'être riche, donne l'impression d'être successful, et je pense que ça, on dit on est la moyenne des gens qui nous entourent. Mais regarde ça. C'est fou, hein. C'est la moyenne de tout cela. C'est faux. Et tu es dans la rue, là moi, mon Airbnb, je vais au parking, je dis mais qui habite ici? Et tu as des Ferrari, des Lamborghini, tu n'as que des voitures de malades. Et surtout, tu as une conversation de changer ta vie, de ces gens-là. Et de changer ta vie. Donc je pense pour moi, ce volet environnement entrepreneurial est extrêmement important. Il y a énormément, il y a de plus en plus d'Africains qui viennent à Dubaï. Oui, énormément. Et c'est fou, hein. Et ça s'est fait ces dernières années. Oui, énormément. Avant, c'était pas le cas. Il y avait beaucoup de gens des Philippines. Qui venaient. Inde, bien sûr. Parce que c'est juste à côté. Et là, beaucoup d'Africains qui viennent à Dubaï. C'est incroyable. Mais
eux aussi, je pense que Dubaï, pour moi, c'est un peu l'Eldorado aujourd'hui. Ouais. Les gens se disent, je peux venir ici et réussir ici. Tu vois, et on te met dans les conditions pour ça. Et clairement, voilà, à Dubaï, tout est possible. Tu peux bien évidemment échouer lamentablement. Ouais. C'est une ville dangereuse parce que justement, c'est cher, tout paraît facile. Alors que non, c'est dur. Non, c'est dur. C'est compétitif. Moi, d'ailleurs, l'une des choses qui m'a marqué à Dubaï, quand je suis arrivé au début, c'est que je voyais des restos ouvrir et fermer 2-3 mois après. Ou alors 6 mois après. Et là, je me dis, waouh, c'est dur cette ville. Ouais. C'est-à-dire, les gens, ils arrivent, ils investissent de l'argent, etc. Leur truc fait un flop. Et là, je me suis dit, cette ville, elle est impitoyable. Pourquoi ? Parce qu'elle est chère. Elle est chère. Et auparavant, elle n'était pas chère. Moi, quand je suis arrivé, c'était pas cher. Ouais. C'était donné. Hein. C'était donné à l'époque. Et là, aujourd'hui, en fait, si tu n'as pas les reins solides, rien que l'école, c'est 15-20 000 euros par an. Moi, ma fille, elle est au CP, je paye 20 000 euros, quoi. Qui peut se permettre ça? Exactement. Quand tu réfléchis, moi, j'étais prof, c'est ce que je gagnais l'année. Qui peut se permettre ça? Ah ouais. C'est très peu de gens. Donc, c'est vraiment une ville où il y a énormément de potentiel. C'est pas une ville pour tout le monde. Non, c'est vraiment pas pour tout le monde. C'est pas une ville pour tout le monde. Non. Il faut aimer l'environnement. Ouais. Et moi, je pense que, pour moi, comme je te disais tout à l'heure, que ce soit à Dubaï ou en Estonie, ça ne change pas grand-chose pour moi. Non. Parce que je suis quelqu'un, je taffe, je travaille, de toute façon, on n'a pas le temps. Et d'ailleurs, en Estonie, comment ça se passe? En Estonie, sincèrement, j'apprécie beaucoup. Ouais. J'aime bien. Effectivement, il fait froid. Il fait froid, là. Il fait très froid. Là c'est quoi le temps Bon, on a fait du moins 15, du moins 10, moins 15. Il y a aussi un bon réseau d'entrepreneurs, je pense, amené par Maxence, qui a beaucoup amené les entrepreneurs en Estonie, dont moi d'ailleurs. Il y a cet environnement quand même très calme. Ouais. L'Estonie, c'est comme un petit village. C'est ça. C'est un petit village. Hein. Tout est à 10-15 minutes à pied, en fait. Wow. Je me dis, j'habite en Estonie. Bon, si j'ai peut-être des enfants là-bas, mais je n'achète pas de voiture. Ça, c'est absolument rien. C'est fou. Tout est à 10-15 minutes à pied. D'accord. C'est vraiment petit. C'est vraiment petit. Alors que Dubaï, c'est... Ah non, c'est vraiment petit. C'est une grande ville, quoi. Il y a 4 millions d'habitants. Ouais. Donc, c'est très petit. Ouais. Le coût de la vie est très bas aussi. Ouais. Même si ça a augmenté du fait de la guerre, parce que bon, la Russie est à côté, donc ça a augmenté un peu. Ouais. Moi, je vis avec du 1 000 euros par mois. Loyer inclus, Internet, etc. Tout inclus en Estonie. Bon, tu exploses Dubaï. Ouais, exactement. Je vis avec du 1 000 euros par mois. Dubaï, déjà trouvé un loyer à 1 000 euros. Tu dois aller à Dubaï South, tu vois. Donc, moi, je vis avec du 1 000 euros par mois à Dubaï. C'est pas cher. Ah, en Estonie. En Estonie plutôt. Ouais. Et l'administration. Et ça, je pense que c'est Elle est top. Elle est top. Ouais. T'as n'importe quel truc. T'envoies un message, on te répond dans la minute. Ça c'est génial. Et c'est vraiment ça qui fait que... Et je pense que le problème de la France, en l'occurrence, c'est ça. Tu payes des impôts, ok, mais... Tu te dis, le service n'est pas là. Ben non, et c'est pour ça que moi, je me dis... Et les fonctionnaires, parce que moi, j'étais fonctionnaire, ils sont payés également très peu. Mais en fait, tout le monde se bat. Tout le monde se bat. Exactement. Et en fait, tout le monde est... Par exemple, moi, je me souviens, j'étais prof, et tu avais un mec, il me disait, oui, grâce à nos impôts, on paye ta... Je dis, va te faire foutre, quoi. Moi, je suis agrégé, je suis payé 2 000 euros et tu me parles des impôts. Garde-les, tes impôts. Et c'est ça, c'est n'importe quoi. Si tout le monde est en train de tu vois, les gars qui bossent dans le privé, ils critiquent les fonctionnaires. Les fonctionnaires critiquent le privé, etc. C'est catastrophique. L'État ne fait rien. Et donc, toi, en Estonie, tu dis, waouh, l'administration. L'administration est top en Estonie. Excellent. Tu les appelles au téléphone, ça décroche pas. Ouais. Ça, c'est du jamais vu. Et c'est pour ça que moi, je suis résident fiscal. C'est ouf. C'est fou. Et je paye des impôts en Estonie, alors que j'aurais pu mettre un système en place de dividendes. Et je me suis dit non, ça fonctionne, je paye. Donc, je me donne un salaire tous les mois. En Estonie, où je paye aussi les impôts, je participe, etc. Parce que l'idée en France, il faut comprendre aussi que lorsqu'on quitte la France, c'est parce qu'on ne veut pas payer les impôts. C'est parce qu'on a aussi l'impression que c'est trop cher et que derrière, il n'y a pas le service qui vient avec. Mais t'es un entrepreneur en France. Ah non. Soit t'es gros, soit on te tue. Soit t'es un petit et tu te fais bouffer. Et tu fais bouffer, c'est tout. Et il faut arrêter de déconner, quoi. C'est-à-dire, moi, j'avais créé, moi, je me souviens quand j'étais étudiant, j'étais fauché, j'avais créé une petite boîte. Antenne satellite. Ouais. Ça, je l'ai jamais dit publiquement. Hein. Je vais le dire. Grosse coupe. Antenne satellite. J'installais des antennes satellites à Paris. Ouais. Et je le faisais avec mon frère. On avait une petite bagnole. Tu vois, mais dès le départ, ils m'ont dit paye je sais pas combien de charges. Les gens ils te payaient pas. Voilà. Moi, un mec, tu vois, un jour, c'était à Fontenay. J'ai installé l'antenne satellite.
Le mec, non seulement il m'a pas payé, il est sorti avec un fusil. Il m'a dit dégage. Je vais te tuer. Et moi, je lui dis, vas-y, tire-moi. J'étais tellement dégoûté. J'ai eu tellement la haine. Je lui dis, vas-y, tire-moi dessus. J'en ai rien à foutre. Et il y a mon frère, il me dit, viens, on se casse. On s'en fiche. Et là, tu te dis, et ça, c'est, voilà, un vécu d'entrepreneur. Exactement. Et à la fin, t'as aucune considération, t'as pas de chômage. Exactement, t'as rien. Exactement, t'as rien. Mais on va te taper dessus. Voilà. Et surtout, on a créé une atmosphère en France où... Et en plus, t'es pas aimé. T'es pas aimé, voilà. Genre, t'es entrepreneur, donc t'es pas bien. T'es pas bien. C'est normal que les jeunes, le job préféré, c'est devenir fonctionnaire. Ouais, exactement. Tu vois, c'est pour ça que 10% de la population française est fonctionnaire. Moi, j'ai passé l'agrégation. OK. L'agrégation, c'est un concours de prof. Ça fait pas rêver. Tu gagnes 2000 € par mois. Est-ce que ça te fait rêver, toi? Pas du tout. Est-ce que moi, ça me faisait rêver? Non. Mais pourquoi je l'ai passé? Parce que j'avais envoyé des CV, j'avais eu 0 réponse. Je passe l'agrégation et après, je regarde les gens qui sont autour de moi. Première, alors, tu as fait quoi comme études? HEC Paris, je bossais à la Société Générale, j'étais la big boss de la compta. OK. Deuxième personne, j'ai fait le SCP, qui est quand même une grande école. Ouais. J'étais banquier d'affaires, Société Générale également pendant 7 ans. OK. Troisième personne, qu'est-ce que tu as fait? ESSEC, expert comptable. Elle était directrice financière je pense, d'une chaîne publique. Et là, moi, j'étais là à me dire, attends. Et ces gens-là, ils ont passé un concours pour gagner 2000 balles, alors qu'ils avaient des jobs de rêve. On est d'accord. En France, banquier d'affaires, c'est un job de rêve. T'as fait HEC, tu bosses. C'est un job de rêve. Ouais. Et ensuite, on les emmène dans des cités, banlieues françaises, où elles comprennent pas, parce que t'as les nanas, elles comprennent pas. Elles disent, c'est quoi ce truc? Moi, j'habite dans le 16e et là, je me retrouve. C'est quoi ce bordel? Et non, mais c'est véridique. Et là, tu te dis, punaise, tu passes l'agrégation, etc. Mais pourquoi? Et en fait, la réponse, elle est très simple. C'est que le monde du travail est dur et que pour beaucoup de gens, avoir un job qui est payé 2000 balles, c'est magnifique. Ouais. Et c'est là où, en fait, moi-même, je l'avais fait pour ça. Et je pense qu'en fait, il y a un gros problème. Alors que si ces gens-là, on leur dit, OK, bah, tu peux créer ta boîte, tu peux faire, et on ne te casse pas la tête, et tu peux développer, bah, ça va, au lieu de passer l'agrégation, qui est un super concours, bah, crée sa boîte. Exactement. Elle a un job, etc. Mais comme c'est tellement compliqué, il passe l'agrégation, on était 2000, à la fin, on est 40. Ouais. Et tous, bac plus 5, doctorat, expert comptable, notaire. Moi, je connais une fille, elle était notaire, donc bac plus 7, elle a même pas réussi l'écrit. Et là, tu dis, putain de merde. C'est l'élite, la crème, ils passent un concours pour gagner 2000 balles. On les prend pas. Et on les prend pas parce que c'est la compétition de malades. Et là, tu te dis, tu vois, au lieu de perdre cette énergie, ces gens-là, donnez-leur la possibilité de créer un business. Exactement. Et ça va libérer des énergies de malade. Exactement. Et donc, c'est clair que, bon, je vais pas critiquer parce que moi, j'y habite plus depuis 2010, mais il y a quand même un problème. Non, il y a un vrai problème en France. Mais je pense qu'effectivement, il y a des choses à améliorer. Il y a beaucoup de choses à améliorer. Et comme je le disais, pour moi, lorsqu'on quitte, en fait, c'est qu'on se dit, avec tout ce que je fais, on m'insulte. Ouais. C'est ça. C'est ça. On te pousse parfois dans l'illégalité. Parce qu'à un moment donné, tu te dis, mais attends, mais si je dois gagner quelque chose, qu'est-ce que je fais? Je vais te donner un exemple tout simple. Ouais. En 2019, on fait 245 000 € sur le marché allemand. Okay. Le chiffre d'affaires, en décembre. On enlève tout, je suis environ à 30%. Donc, je devais me retrouver environ dans les 60 000, etc. 60 000, 70 000 € et tout. Et c'est à la fin d'année, il faut faire la comptabilité. Ouais. L'expert comptable, on enlève tout, on paye la TVA, on paye ci, on paye ça et tout. On paye les impôts. Surtout, moi, j'étais parano. Écoute, on paye tout, je veux pas de problème. Non, c'est super. J'étais parano. Ouais. Il envoie le truc, je dis, oh, il me reste combien? Il me dit 8 000 €. Je dis, attends. Il me reste 8 000 €. 300 000 €. Il me reste 8 000 €. Waouh. Attends, qu'est-ce qu'on a payé comme ça? Ouais, c'est ça. C'est n'importe quoi. Et du coup, tu as l'impression que tu gagnes beaucoup par rapport à l'investissement que tu fais en termes de temps. Parce que tu n'as pas de dimanche, tu n'as pas de samedi, tu travailles tout le temps. Et tu te retrouves à gagner limite un salaire de quelqu'un qui est freelance ou qui est salarié. Tu te dis, mais attends, mais il y a un problème. Ou qui ne faut rien. Il a des aides. Et qui a des aides et tu te dis, non, mais c'est pas possible. C'est pas possible. Et c'est pour ça que quand moi je vais en Estonie, je dis, c'est un système qui marche, on ne te matraque pas. Ouais.
dessus. Ça. On ne te prend pas... Quand tu sors de l'argent, on te prend 20% sur les dividendes. Tant mieux. T'as tout dit. Quand tu vois ça, t'as pas intérêt à être entrepreneur. Ah non, pas du tout. Et c'est là où beaucoup de gens ils parlent de Dubaï. Bon, Dubaï, c'est pas pour tout le monde. Hein. Ouais. Il faut avoir les reins solides. Hein. Ouais. Les reins solides. Très solides. Rien que le loyer. Moi, j'avais mon appart. C'est un salaire de cadre, de cadre sup. Oui. J'ai des amis ici qui payent 5 000 euros à JBR par mois pour 2 bedrooms. Voilà. Donc, ça donne une info. 5 000 euros pour un 2 pièces. 2 pièces. 5 000 euros de loyer. Ouais. Donc, ça vous donne l'info. Donc, si tu n'as pas les reins solides à Dubaï, tu dégages. Exactement. Donc, ce n'est pas pour tout le monde. Maintenant, l'avantage de Dubaï, c'est ça. C'est facile. C'est facile. Voilà. C'est business. Là, ils vont mettre des impôts. Ça reste correct. L'administration est top. Maintenant, clairement, tu es genre en mode, je gagne 20 000 euros par an, 30 000 euros. Non, oubliez. Maintenant, tu commences à gagner gros, etc. Il y a également l'aspect sécurité. Exactement. Personne ne te prend la tête. Il n'y a pas de politique. Exactement. Ici, c'est business. C'est business. Et je pense qu'ils ont tout compris. C'est-à-dire, en France, par exemple, beaucoup de pays européens, c'est trop de politique. Politique. Et donc, les gens, en fait, sont dans le négatif au lieu d'être focalisés sur agir. Et tu vas remarquer même que les pays, malheureusement ou heureusement, les pays qui ont laissé tomber la politique et qui ont dit on va faire du business. Exact. Je prends l'exemple de la Chine. Les gars, laissez-nous la politique. Business. Faites de l'argent. Business. Moi, j'ai loué mon appartement à des Chinois. Je pense que c'est des cadres. Et les gars, ils sont là, ils bossent. Ils bossent. Et Dubaï, c'est également business. On s'en fiche. Dubaï fait le job, c'est-à-dire sécurité, tu as les infrastructures, tu as la police. Par exemple, nous, on a, on va bientôt conclure les amis, mais je pense que c'était intéressant de revenir sur, moi, quelque chose qui m'a marqué récemment. Je me fais insulter dans la rue, d'accord? En fait, il y a quelqu'un qui me rentre dedans. Moi, je suis avec ma fille et le mec donc, qui me rentre dedans et moi, je lui dis... dis-moi pardon, quoi. C'est la moindre des choses. Et le mec, vraiment, il me rentre dedans. Et là, il me dit, ouais, pourquoi tu me tapes? Je vais te tuer. Tu vois, il est avec sa copine, sa femme. Ouais. Il me dit, je vais te tuer. Et après, le mec, il part. Il se casse. Et moi, je suis avec ma femme, ma fille. Et ma fille, je la tiens par la main. Et ma fille, ensuite, quand il part, le mec, il dit, je vais te tuer. Ma fille, elle pleure. Ah oui. Et là, moi, j'ai la rage. Parce que le mec, ça y est, il est déjà parti. Et là, moi, je me dis, merde, tu vois, c'est la première fois à Dubaï que j'ai quelqu'un qui me dit, je vais te tuer, qui m'insulte, qui me parle mal. Pour la première fois, je vais voir la police à Dubaï. Donc, on va voir la police, bonjour. Voilà, il y a telle personne. Alors, on a demandé aux agents de sécurité, la caméra, tout ça, oui. Repérage, toute la totale. OK, on va voir la police. La police nous demande d'écrire un rapport et tout. OK, les preuves. OK. Et 2 semaines après, le mec, en fait, il voulait voyager. Il voulait quitter Dubaï. Ils lui ont dit, tu quittes pas Dubaï parce qu'il y a une plainte contre toi. OK. Ensuite, le mec, il essaie de nous contacter. Nous, OK, d'accord. Et puis, après, ils nous disent, OK, est-ce que vous voulez le poursuivre en justice ou est-ce que vous voulez qu'il s'excuse et qu'il présente ses excuses? Soit tu fais un procès, tu perds ton temps, soit il s'excuse. Et le mec, en fait, moi, je l'ai pas vu, mais c'est ma femme qui l'a vu. Le mec, il chiale. Désolé, on voulait pas et tout. Il supplie et tout. Oui. Et là, tu te dis, Dubaï, c'est incroyable. Oui. C'est-à-dire, imagine ça ailleurs. Mais tu te fais insulter, OK, c'est rien. À Paris, tu te fais insulter tous les jours. Tous les jours. Tous les jours. Mais là, moi, c'était par rapport à ma fille. Moi, je n'insulte personne, je suis respectueux, mais tu m'insultes pas et devant ma fille. Et il me dit, je vais te tuer. You will die, etc. Et ensuite, moi, tu vois, j'étais comme choqué parce que je comprends pas. Mais après, le reste de l'histoire est incroyable. C'est-à-dire la police qu'ils ont fait. Et c'est là où je me suis dit, ils méritent, quoi. C'est ça. Ils méritent leur succès. C'est ça. Les amis, petite annonce. Alain, c'est un ancien TKLien. Son parcours est incroyable. S'il y a des TKLiens qui ont un parcours incroyable, comme celui d'Alain, qui veulent participer, etc., écrivez-nous. Hein. Mais soyez persévérants, comme Alain. Mais franchement, moi, ça m'a fait super plaisir de t'interviewer et vraiment bravo pour ton parcours et je te souhaite de tout cartonner. Merci. Le mot de la fin. Sincèrement, en tout cas, merci beaucoup, Tami. Ça a été un long chemin. Comme je le dis, je suis venu en France en 2012.
Ça fait maintenant plus de 10 ans, ça fait 12 ans maintenant que je suis en Europe. C'est fou. Le chemin a été très long. Pour moi, je pense que écrire aussi un livre, c'était aussi pour montrer aussi à d'autres personnes qui pourraient s'identifier que c'est possible. Et aussi de montrer aussi l'importance du mindset et l'importance de faire les bonnes rencontres aussi. Parce que 2018, vraiment, venir à Dubaï comme ça, c'était la première fois pour moi de te rencontrer, de suivre le séminaire à l'époque et tout. Ça a déclenché beaucoup de choses et je pense que ça m'a permis de me structurer d'une certaine manière. Et c'est pour ça que quand le livre est terminé, je me suis dit, il faut qu'on ait Amikaba sur la programmation. C'est magnifique. C'est magnifique. Et moi, écoute, je suis très, très content de t'avoir revu et je te souhaite vraiment de tout cartonner. Merci beaucoup.